sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and Non, je t'ai plus, c'est gênant. Ah là là, comme s'ils m'applaudissaient moi. Oh non, ils applaudissent toute l'équipe de Bel et Bien Ensemble. Bonjour à tous, bienvenue. Il y a Sarah Kadour, Stan Gusman, bien entendu. Et il y a notre médecin et psychothérapeute, le docteur Adrien Chaboch. Il y en a un, il est à nous. Que personne n'essaye de nous voler, le docteur Chaboch. Ou sinon, croyez-moi, je me vengerai. Oh. Vous connaissez ces expressions, œil pour œil, dent pour dent. La vengeance est un plat qui se mange frawa. Crier vengeance, depuis toujours, la vengeance traîne une mauvaise réputation. On l'associe à la rancune, à la haine, à quelque chose de sombre, à quelque chose de destructeur. On la retrouve dans les textes religieux, dans les grandes histoires de famille, dans les récits de guerre ou d'honneur blessé. Et aujourd'hui encore, on la chante après une rupture, on la met en scène au cinéma, on la transforme parfois en petite revanche du quotidien. Mais il existe aussi un double standard. Lorsque un homme se venge, on parle d'honneur ou de courage. Et quand c'est une femme, eh ben, elle est plus facilement jugée rancunière, excessive, incapable de tourner la page. Non, c'est vrai, j'ai raison ou pas? Oui. De toute façon, vous ne pouvez pas me dire non, parce que ça va m'énerver et ma vengeance sera terrible. Alors ce matin, on va essayer de comprendre ce que raconte vraiment ce désir de vengeance. Et celle qui nous a donné envie de faire ce dossier aujourd'hui, c'est notre invitée, la philosophe Laurence de Villers. Dans son livre « Vengeance, le droit de ne pas pardonner », elle pose une question très forte. Est-ce qu'il faut forcément pardonner pour aller mieux? C'est ce qu'on dit normalement. Elle restera avec nous dans quelques instants pour en discuter. Elle va mettre un vrai pavé dans la mare. Sarah, la vengeance, vous la consommez comment? J'ai ma petite idée, mais bon. Moi, je la consomme comme ça, Agathe. Oh, le temps m'a réparé, plus rien n'est comme avant, quelqu'un m'a déjà soigné. Oui, c'est ça. Mais cette chanson de Taïk, en fait, moi, je l'ai écoutée en boucle pendant ma rupture. C'était ma thérapie à 0 € qui m'a accompagnée, m'a donné l'envie d'avancer. Et je ne suis pas la seule, Agathe, parce que la musique, ça peut être un véritable défouloir. On y met nos peines, nos colères, nos ruptures et parfois nos envies de revanche. D'ailleurs, certaines de ces chansons sont devenues de véritables hymnes, comme celle de la pop star Miley Cyrus. Oh, ouais, c'est Flowers. Flowers. Hey. Oh, oh. You can turn the sky. Hey, j'aime bien. Il s'agit d'un morceau adressé à son ex-mari, l'acteur Liam Hemsworth. Premier fait intéressant, le morceau sort un 13 janvier, soit le jour de l'anniversaire de son ex-mari. Mais surtout, les paroles répondent directement à celles de la chanson de Bruno Mars que Liam Hemsworth avait utilisée pour la demander en mariage. On vous a fait un petit mash-up, comme disent les jeunes, une comparaison pour les moins jeunes. Oui, comparison. I should have bought you flowers. I can buy myself flowers and held your hand. And I can hold my own head. Should have gave you all my hours. Talk to myself for hours. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. I can take myself dancing. Yeah, I can love me better than you can. Vous avez pleuré. Agathe, vous avez pleuré pendant la chanson? Je me suis mouchée, j'ai pleuré. N'importe quoi, j'ai une allergie. Alors, il y a d'autres chanteuses qui l'utilisent aussi, comme Shakira, qui, elle, est beaucoup plus frontale. Après sa séparation avec Gérard Piqué, elle sort un morceau devenu viral, qu'on connaît surtout pour ses punchlines contre son ex. Et là, la rupture intime devient une affaire mondiale. À l'écoute des paroles, on cherche les pics, les allusions à son ex et à sa nouvelle compagne. Alors, il y a un autre aussi exemple que j'adore, c'est Lily Allen, qui a carrément sorti un album entier pour se venger de son ex David Harbour. Un disque reçu comme le récit très intime de la fin de son histoire d'amour. Colère, humiliation, soupçon d'infidélité, détails de couple. C'est presque une série en chansons. Et là encore, on écoute, on cherche les indices, on veut savoir qui est visé, Agathe. Alors ces chansons, on les adore parce qu'elles mettent des mots sur quelque chose qu'on connaît tous un peu. Cette envie, après une blessure, de ne pas rester là à encaisser. Alors Adrien, j'avais une petite question. Quand on parle de vengeance, on imagine quelqu'un qui veut rendre des coups, quelqu'un qui veut en découdre. Mais en psychologie, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce désir? Est-ce que c'est vouloir faire souffrir l'autre?
Et c'est un peu complexe et c'est nuancé. On ne va pas se le cacher, vous savez bien que l'être humain est capable vraiment, alors du pire comme du meilleur. Ça, on le sait. Mais ce qui va nous distinguer, c'est ce que j'ai apprécié dans le philosophe Thomas Hobbes, qui dit la différence entre l'animal et l'humain, c'est que l'animal, il oublie, et l'humain, il rumine. Mais il rumine pourquoi? Parce qu'il va essayer de réparer quelque chose. De mettre du sens aussi un peu. De mettre du sens, de réparer une injustice. Et c'est un processus très maladroit. Et de plus se faire avoir aussi, accessoirement. C'est une réparation pour soi-même comme pour les autres, pour maintenir notre équilibre. Mais la rumination, ça fait pas du bien, on sait. Alors, qu'est-ce que la vengeance raconte vraiment de nous? Est-ce qu'on peut reconstruire sans renoncer à sa colère? C'est le moment d'ouvrir notre dossier du jour. Bonjour Laurence de Villers. Bon Laurence, je dois dire que vous êtes notre passion. Hein. Vous êtes philosophe agrégé de philosophie. Vous publiez Vengeance, le droit de ne pas pardonner aux éditions Stock. Laurence de Villers, quand quelqu'un dit j'ai envie de me venger, on a tendance à condamner ce désir immédiatement. On a envie de dire non mais c'est bon, on te fait pas de mal, pardonne. Et vous, dans votre livre, vous dites que au contraire, il faut l'écouter, ce désir de vengeance. Pourquoi vous dites ça ? Alors, on a d'abord des représentations, la plupart du temps, caricaturales de la vengeance. C'est sanglant, c'est meurtrier, c'est ajouter de la violence à la violence. Et de fait, en raison de cet interdit qui pèse sur la vengeance et qui pèse, je crois, plus lourdement de nos jours, et de ces représentations, on se barre la voie de ce désir de vengeance qui, à mon sens, déjà parce que c'est un désir qui permet de se remettre debout, de pouvoir dire je, de s'imaginer un futur, de se réapproprier sa personne. En fait, on revient aux commandes de sa vie. Et je trouve dommage, à la fois qu'il y ait cette obligation à pardonner qui pèse sur la victime et qui est un fardeau supplémentaire, et puis cette culpabilisation qui fait qu'on s'interdit de pouvoir désirer se venger. C'est ça. Et dans votre livre, vous parlez aussi beaucoup des injonctions à aller mieux. Quand on nous a blessés, on entend allez, tourne la page, ça va aller mieux avec le temps. Il y a cette fameuse notion de résilience, on entend ça dans tous les podcasts. Pourquoi ces phrases, ces notions-là, même c'est vrai qu'elles partent d'une bonne intention, mais pourquoi est-ce que ça peut être délétère ? Alors, elles partent d'une bonne intention, mais pour la victime, c'est comme une insulte à sa souffrance. C'est-à-dire, en fait, elle devrait très vite se taire. Et on pense consoler, alors qu'en fait, on renvoie la victime dans la solitude de la violence, de l'injustice, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose chez elle qui n'allait pas. Donc je crois qu'on passe à côté de ce qu'est vraiment la violence de l'injustice, que ce soit une violence physique ou morale. Donc je pense que ces phrases, en fait, font du mal, et puis ça amène à un pardon expéditif, en réalité. C'est-à-dire qu'on ne prend plus le temps de regarder dans les yeux l'injustice qui a été faite et de respecter la victime qui a été victime, oui, qui n'est coupable de rien. C'est ça. Adrien Chabot, justement, quand on a l'impression que notre blessure n'est pas entendue, pourquoi est-ce qu'on peut avoir envie de faire payer l'autre pour qu'il comprenne ? Très rapidement, assez rapidement, on va tout de suite savoir si la personne a voulu nous faire mal de manière volontaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une jouissance à faire mal ou une raison qu'on ignore? Et si aussi la personne le reconnaît. Si ces deux critères sont absents, on ne sait plus quoi faire de ce que l'on vit. On est doublement blessé, premièrement par ce qui nous arrive, et deuxièmement par la réaction de l'autre, qui menace en fait cet équilibre, cette tentative, comme vous le disiez Stan, de se protéger. À ce moment-là, on est doté de cette douleur qu'on a, comme une patate chaude, entre guillemets, si je fais une analogie qui est très très moyenne. Et une des possibilités pulsionnelles, ça va être de dire, puisque tu ne reconnais pas et que tu ne répares pas, ben je te renvoie, je n'en veux pas, je vais te faire mal pour pas, moi, garder cette douleur en moi. Oui, c'est ça. Stan, alors vous êtes plongé dans l'histoire de la vengeance. Vous allez nous montrer qu'elle a longtemps été une affaire d'honneur, surtout quand elle est portée par les hommes, bien entendu. Un truc de bonhomme, vous allez voir. Ah oui, depuis toujours, la vengeance, en fait, c'est un sport de mecs, un sport de combat avec épée, fusil et cercueil. Oui, pendant des siècles, les hommes ont défendu leur honneur au prix de leur vie. Aujourd'hui, quelqu'un vous insulte au volant, vous faites quoi? Vous klaxonnez. À l'époque, duel, on vous regarde de travers, duel, on vous marche sur le pied. Ah ouais, mon pote,
duel. Oui, pendant longtemps, la réputation d'un homme vaut plus que sa vie. Et lorsque son honneur est blessé, il faut réparer l'affront, pas avec des excuses, non, avec une arme. Oui, c'est sacrément con et orgueilleux, un mec, quand même. Hein. Cette obsession de l'honneur bafoué, on la retrouve notamment dans le Cid de Corneille. J'explique. Chimène et Rodrigue sont amoureux, sauf qu'un jour, le père de Chimène baffe le père de Rodrigue. Aujourd'hui, ce serait un gros dérapage lors d'un repas de famille, sauf qu'à l'époque, c'est un drame national. Pour laver l'affront, fait à son papa trop vieux pour combattre, Rodrigue va provoquer le père de la femme qu'il aime en duel et le tuer. Morale de l'histoire, l'ego est plus fort que l'amour. Les rois de France ont bien essayé d'arrêter cette folie meurtrière, mais rien n'y fait. Et le plus incroyable, c'est que cette tradition a vécu jusqu'à une époque relativement récente. En 1967, à l'Assemblée nationale, le député-maire de Marseille, Gaston Defferre, futur ministre de Mitterrand, traite son collègue René Ribière d'imbécile. Oh, le pauvre. Ce dernier provoque alors son collègue en duel à l'épée, et les deux hommes se retrouvent dans un parc avec masque, témoins et caméra. Ayant déjoué la police et presque toute la presse, adversaires, juges et témoins se sont retrouvés sous les ombrages d'une résidence privée de Neuilly. Offensé M. René Ribière, insulté à l'Assemblée lors d'une discussion véhémente, il demandait réparation par les armes et avait choisi l'épée pour laver son honneur. Liant le fer, marchant, poussant sa botte, enfin, M. Defferre touchait son adversaire à l'avant-bras. Le premier sang venait d'être versé. M. Ribière pourtant exigeait de reprendre le combat. Non pas à mort, car il pensait se marier le lendemain même et risquer sa vie pour une insulte lancée au cours d'un débat politique n'est guère de notre temps. Lorsque, sur une nouvelle botte, M. Ribière fut une fois encore touché, l'arbitre arrêta la rencontre. Incroyable. Incroyable, Incroyable. mais c'est lunaire. Ouais, il y a un demi-siècle, quoi. Ouais. C'est fou. Alors, vous le voyez, historiquement, la vengeance est une affaire de mecs. Ce sont eux qui tiennent les premiers rôles. Et quand une femme est offensée, c'est encore les mecs de son entourage qui sont censés la venger. On l'a vu dans l'histoire. Le problème avec cette vision très viriliste de la vengeance, c'est qu'elle a transformé la colère en un privilège masculin. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, quand une femme s'énerve, on la traite d'hystérique. Vous partagez ce constat, Laurence ? Oui, parce que je trouve que ce qui se joue en réalité, c'est pas tant le féminin ou le masculin que le pouvoir. Et le pouvoir serait plutôt du côté des hommes. Mais quand même, la première tragédie en France, vous avez cité Corneille, c'est Médée. Et Médée, c'est une femme qui se venge, et elle se venge à un point où ça nous fait horreur. Elle tue les enfants qu'elle a eus avec le traître. Mais les grandes figures de vengeance, en réalité, dans l'histoire, sont des femmes. Sarah, est-ce que les Français sont du genre revanchard, mon chou? Bah non, ils m'ont déçu. Ah bon? Ouais, je suis dégoûtée. Ils préfèrent laisser faire le karma. Voilà. Oh là là. Vous savez, cette idée selon laquelle la vie finit toujours par rendre à chacun ce qu'il mérite. Pas besoin de se venger, l'univers va s'en charger. Bon, après, si on les motivait un peu, si on creuse, il y en a qui sont pas contre crever 2-3 pneus. Vous allez voir. Si je vous dis vengeance féminine, ça vous fait penser à quoi? Se venger de quelque chose que les hommes nous auraient fait de mal. Rupture amoureuse. Trahison, tromperie. Est-ce que vous êtes déjà vengé de quelque chose? Moi, je suis pas très fan de la vengeance. Enfin, je laisse couler, quoi. Franchement, je suis assez peu rancunière. Je trouve que ça sert à rien, que la vie fait bien les choses. Oui, et j'ai pas honte de le dire. La personne le méritait. Qui sont les plus stratégiques quand il s'agit de se venger? Plutôt les hommes ou les femmes? Oh waouh, je dirais plutôt les femmes, plus intuitives. Pour les femmes, on est intelligentes et du coup, on va se venger mieux et stratégiquement. Ah bah les femmes, hein, forcément. Je crois que les techniques sont beaucoup plus développées dans le cerveau féminin. La vengeance, ça libère ou c'est plutôt un poison pour l'esprit? Je pense qu'au début, ça libère, dans un premier temps, mais après, c'est un poison. Ceux qui veulent se venger vont d'abord ressentir une espèce de poison tant qu'ils l'ont pas fait, puis une extrême libération, mais peut-être qu'à long terme, c'est pas si libérateur que ça et que c'était peut-être qu'une illusion. Si votre ex vous regardait en ce moment, quel serait votre plus beau geste de vengeance? Hop là, voilà. Bah on leur dit d'aller bien se faire foutre. Vous faire foutre, tous autant que vous êtes. Voilà. Bon, on l'a vu, on a tous nos petits moments de vengeance. Du Oui, quotidien. quand même. Hein, quand même, il faut. Alors, Adrien, moi, je voulais savoir, est-ce que se venger, c'est pas nous donner l'impression de reprendre la main sur la situation, mais est-ce que ça nous soulage vraiment, finalement? Alors, au moment où on le fait, il y a un passage à l'acte, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on est dans l'impuissance, dans le sentiment de ne rien faire, puis tout d'un coup, on s'autorise à faire quelque chose. Et au moment où on le fait, il y a psychologiquement une décharge d'énergie qui nous soulage. Mais après, on va faire face au code de notre société. Soit effectivement, ça fait sens parce que je suis un gaillard, je peux me venger. Et donc, dans ma société, dans ma culture, c'est codifié, c'est plutôt noble, ça m'élève. Ou bien, ce n'est pas le cas, on est dans une autre société, un autre cadre. Et là, ça reste une transgression. Et ça va faire conflit.
C'est ça qui va nous enfermer finalement après ce petite satisfaction. Finalement, on se dit, mais qu'ai-je fait? Pourquoi je fais ça? On perd le sens, on se questionne. Et malheureusement, parfois, ça ouvre la boucle émotionnelle sans la fermer. Laurence de Villers, quand on a ce désir de vengeance qu'on a tous ressenti, qu'est-ce qu'on est censé en faire concrètement? J'avais discuté avec un magistrat qui m'avait dit les passages à l'acte. J'ai très peu eu à juger des passages à l'acte. Alors ça m'embêtait parce que j'étais en train d'écrire sur la vengeance. Je me suis dit, ça va manquer d'action quand même, ce que je vais dire. Mais en réalité, non, elle est là, l'action. Ok. Le fait même de dire je vaux quelque chose puisque ce qu'on m'a fait est irréparable et impardonnable. Non, je ne tournerai pas la page. Non, je ne pardonnerai pas. Et en fait, il y a un courage dans le désir de vengeance. Moi, je refuse le fait que le seul courage soit de pardonner. Il y a un courage aussi à refuser son pardon. Et je pense que la vengeance la plus accomplie, c'est très très loin des tractations de haine, de destruction, parce que c'est pas la vengeance. La vengeance, c'est, comme son nom l'indique, vendicare en latin, réclamer justice. Et bien la justice... Remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre, c'est remettre les tout-puissants à leur place. Ceux qui se sont crus au-delà des lois, qui se sont entourés d'impunité et de la loi du silence. Ben, le désir de vengeance dit non, honte à eux. Ce n'est pas permis, c'est irréparable, c'est impardonnable. Je ne veux pas qu'à côté des gens que j'aime, de ceux que j'ai choisis, il y ait mon offenseur et les coupables. Je ne partage pas le monde avec eux. Ils sont, à strictement parler, immondes. Très bien. Sans monde, ils n'ont pas le droit d'appartenir au monde, en tout cas pas le mien. Vous avez la rage, vous avez la haine. Ceci va vraiment Meilleure vous accompagner. Je vous en supplie, achetez ce livre de Laurence de Villers qui s'appelle « Vengeance, le droit de ne pas pardonner » aux éditions Stock. C'est un discours qui est tellement disruptif par rapport à ce qu'on entend d'habitude. Ça fait du bien, ça déculpabilise. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Un peu de philosophie dans Bel et Bien Ensemble. Alors, s'il est une émotion qui a façonné les destins, déclenché des guerres et inspiré les plus grands récits, c'est bien la vengeance. À travers les siècles, certaines femmes ont refusé de subir, étaient trahies, humiliées, privées de pouvoir, et elles ont transformé leur colère en revanche, parfois avec des conséquences spectaculaires. Leurs histoires nous fascinent aujourd'hui encore. Et notre envoyé spécial du bien-être, Arnaud Loquet, qui arrive directement de Charleroi, est là pour remonter le fil de l'histoire. Le maire de Charleroi vous salue d'ailleurs. Ouais, ben vous n'étiez pas très très loin avant-hier. Vous étiez dans le nord, vous étiez à Dieppe, mais c'est vrai que j'ai été très bien. Sabaroud. Il y a un square qui porte votre nom à Dieppe. C'est vrai? J'ai été assez surpris. Le square Le Caron? Le Caron, ils vous attendent pour l'inaugurer. D'accord, ok. Mais c'était merveilleux, vraiment je me régale. Je suis en train d'éditer d'ailleurs un bouquin sur tous mes parcours. Vous m'inviterez peut-être dans l'émission pour en parler. Sûr. Je vais rebondir sur ce que vous disiez Stan tout à l'heure. C'est que souvent on a l'impression que la vengeance c'est une histoire d'homme. Ça sent la testostérone, c'est des duels. J'ai adoré celui de Gaston Defferre tout à l'heure. Des gros règlements de compte bien sanglants. Pourtant, l'histoire, avec le gros H, elle regorge de femmes qui, elles aussi, elles ont refusé de se résigner. Et ça remonte jusqu'à l'Antiquité, jusqu'à aujourd'hui. Certaines, elles ont transformé leur colère en vraie revanche, avec parfois, et on ne le soupçonne pas, de lourdes conséquences. Alors, que racontent ces grandes vengeances féminines? On a posé la question à l'historien Jean Garrigue. Bonjour Jean. Bonjour Pauline. Enchanté. Enchanté. Depuis quand est-ce qu'il y a des vengeances de femmes dans l'histoire? De tous les temps. Les femmes se sont toujours vengées, comme les hommes d'ailleurs, pas plus, pas moins. J'ai l'impression que dans notre histoire très 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 lointaine, les vengeances étaient plus cruelles, plus sanglantes, tandis que de plus en plus, elles se sont polissées, politisées, j'allais dire. Je pense à une vengeance très ancienne, puisqu'elle a eu lieu au VIe siècle avant Jésus-Christ, au temps de la splendeur de l'Empire perse, de Cyrus le Grand. Et il se trouve que Cyrus le Grand avait fait assassiner le fils d'une reine, qui était la reine Tomris, qui était en guerre avec Cyrus le Grand. Elle a mis la main sur Cyrus le Grand. Et la vengeance a été terrible puisqu'elle l'a fait décapiter et qu'elle a jeté sa tête dans une outre remplie de sang. Au Royaume-Uni, au XVIe siècle, une grande histoire de vengeance a opposé deux cousines. Élisabeth Ier, reine d'Angleterre, et Marie Stuart, reine d'Écosse.
Il y a eu une rivalité pendant des décennies entre ces deux femmes. La reine Élisabeth Ier a fait emprisonner la reine d'Écosse, Marie Stuart, qui était catholique, alors qu'Élisabeth Ier était anglicane. La reine Marie Stuart a participé à un complot qui visait à assassiner Élisabeth Ier. Élisabeth l'a appris, elle a démantelé le complot, elle a fait exécuter Marie Stuart. On peut dire que cette vengeance a changé le cours de l'histoire de l'Angleterre. Elle a permis à Élisabeth Ier de rester sur le trône et à la religion anglicane de s'imposer en Angleterre, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Sous la Révolution française, il y a un événement célèbre qui a quelque part changé un peu le cours de l'histoire et qu'on peut considérer comme une vengeance. C'est ce qui est arrivé à Charlotte Corday et à Marat, qu'elle a donc assassiné le 13 juillet 1793. Cette vengeance intervient pendant la Terreur, une période particulièrement sanglante de la Révolution française. À seulement 24 ans, Charlotte Corday, une noble appauvrie, est profondément révoltée par les violences qui secouent le pays. Elle considère le révolutionnaire Jean-Paul Marat et son journal L'Ami du Peuple comme étant le responsable de toute cette violence. Alors elle vient à Paris, elle réussit à s'introduire chez Jean-Paul Marat, qui est dans son bain, elle réussit à le poignarder. Elle est venue venger toutes les victimes de la Terreur. Alors, il y a un dernier cas assez spectaculaire de vengeance, même si là, on n'est pas dans une vengeance sanguinaire ou mortelle. C'est ce qui s'est passé avec Valérie Trierweiler, l'ex-compagne de François Hollande. On se souvient qu'au tout début, d'ailleurs, de la présidence de François Hollande, il s'est un peu débarrassé d'elle. Et pour se venger, eh bien, elle a écrit un livre qui s'appelait « Merci pour ce moment », dans lequel, notamment, elle cite ce passage où il parle des sans-dents à propos des gens, des couches populaires. Et ça a été une vengeance de femmes bafouées, de femmes humiliées. La vengeance de Valérie Trierweiler a eu un effet très négatif sur la popularité d'un président de la République. Donc c'est une vengeance qui a joué un grand rôle dans l'histoire. Très franchement, c'est difficile de dire que les vengeances de femmes dans l'histoire sont différentes des vengeances des hommes. Et disons que dans la mesure où les femmes ont longtemps été écartées du pouvoir pour exercer leur vengeance, la brutalité, le rapport de force étaient moins efficaces parce qu'elles étaient en situation de faiblesse ou de fragilité. Donc parfois, elles ont été obligées d'aller vers la ruse et peut-être parfois à trouver des solutions de contournement qui passaient par leur intelligence et qui les conduisaient à leur fin. Alors, ce qu'il faut retenir dans le sujet, c'est que derrière chaque vengeance, il y a souvent, et ça c'est dur, il y a souvent une blessure, une grosse injustice, une humiliation. Et si les récits, on se demande souvent pourquoi ils continuent vraiment de traverser le temps et de nous fasciner autant, parce qu'ils vont soulever une émotion qui est profondément humaine, et ça traverse les siècles. C'est vraiment le besoin de voir enfin une injustice qui est reconnue, parfois reprendre le pouvoir quand on l'a perdu, et on l'a vu dans nos vies, ce désir de vengeance, il peut être hyper puissant. Quand on voit quelqu'un qui nous a fait bien de mal, on voit qu'il est puni. Qu'est-ce que tout de suite ça amène dans notre cerveau? C'est-à-dire, est-ce que ça nous procure vraiment une satisfaction immédiate? Du plaisir. Et c'est là où ce que nous disait Laurence de Villers doit vous aider à prendre conscience, à vous déculpabiliser, à normaliser ça. Ça a été étudié dans notre cerveau, dans les zones profondes de notre cerveau, dans le striatum. C'est une zone primitive de notre cerveau. Il y a une association entre la punition et la récompense. On va se mettre à synthétiser des hormones d'un plaisir. Et c'est normal parce qu'on a besoin de réparer. On a besoin de se dire, mais quelque chose va agir. Un karma, une superpuissance va réparer là où il y a cette injustice. Alors parfois, c'est là où ça se confond un petit peu avec un concept que j'aime bien, qui s'appelle le Schadenfreude. Ça vient de l'allemand. C'est la personne qui, vous savez, comment ça va pas très bien ta vie, hein? Passif-agressif un peu. Hein? Dis-moi un peu comment ça va pas, que moi j'en ai un peu de plaisir. Et parfois, il y a une petite confusion autour de ça, entre cette satisfaction qu'on peut avoir d'entendre quelqu'un qui nous raconte ses malheurs et d'en être empathique. Mais c'est naturel. Et n'oubliez pas, il n'y a s'en que vouloir. Les psychopathes et les pervers qui tirent jouissance de faire du mal à un autre être humain. Adrien, il y a la vengeance aussi qui est beaucoup représentée dans le couple. Alors, on ne parle pas toujours de grande vengeance, mais des petits pics, tu m'as fait ça, je vais te faire pareil. Pourquoi, quand on se sent blessé, on a envie de faire ressentir à l'autre ce qu'on ressent soi-même? Là c'est différent, parce qu'on est dans le couple, donc on est dans un espace où on s'ouvre de tout notre être
Enfin, normalement, j'espère que vous le faites avec celui que vous aimez, celui qui vous aime, j'espère. Parce qu'à ce moment-là, on offre à l'autre toutes nos fragilités, nos blessures, celles justement qui ont peut-être fait trahison, injustice, tromperie par le passé et qu'on veut protéger à nouveau. Donc là, c'est un livre ouvert, malheureusement, que notre conjoint peut accéder à ça. Et là, la réaction est très, très vive. C'est reprends ce que tu es en train de me faire et je vais te le faire ressentir pour que jamais tu ne me fasses à nouveau mal. Par exemple, si on trompe sa copine, du coup, elle pourrait se venger. Ce serait le meilleur moyen de réparer les choses. Mais peut-être bien. Okay. Peut-être que ça peut lui faire du bien. Okay. Il faudrait peut-être autoriser ça. Ouais, ça Eh oui. Eh ben oui, c'est vrai, ça met, c'est un partout balle au centre. Ouais, quoi. c'est ça. Voilà, Okay. et on a trouvé repart la à zéro. solution. Allez, hop. Arnaud, en 2026, la vengeance se joue aussi derrière nos écrans. Beaucoup. C'est l'objet de votre Happy Therapy. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on dit souvent il y a à boire et à manger. Et on a vu de nouvelles formes de vengeance qui sont apparues. Elles sont beaucoup plus sournoises, elles sont plus discrètes, plus quotidiennes. Et parfois, ça paraît assez dingue, elles sont présentées comme des conseils pour aller mieux après une rupture ou une déception. Alors, je ne sais pas si vous êtes convaincus, moi je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y en a certaines qui donnent l'impression de reprendre le pouvoir et d'autres, au contraire, de maintenir, ce qui n'est pas très bon, cette colère et cette blessure. Donc Adrien, je vais vous proposer plusieurs situations qui, à mon avis, vont parler à tout le monde. Et à chaque fois, vous nous direz si c'est libérateur ou si c'est destructeur. Et surtout, c'est ça le plus important, on va essayer de comprendre ce qui nous aide à vraiment tourner la page. Et c'est ça qui fait du bien pour éviter que ça nous abîme encore plus. Première situation. Après une rupture qui fait mal, on se dispute et certaines personnes choisissent carrément de couper le contact. Donc là, ça veut dire plus de messages. Et parfois même, on va jusqu'au blocage sur les réseaux. L'idée, c'est souvent de montrer à l'autre que finalement, vivre sans lui, ça ne va pas altérer notre comportement. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne façon de se comporter ? Libérateur. Grave. Mais dur à faire. Si on le fait pour que ça nous appartienne. Par exemple, si c'est quelqu'un de toxique, je vous conseille vivement, coupez tous les liens. C'est ce qu'on appelle ghoster. Voilà, exactement. En revanche, si c'est vraiment essayer de lui adresser un message, là, on reste dans la zone toxique de la relation. Mais quand on aime encore, c'est dur de couper. C'est ça le truc. C'est pas faux. Donc là, il y a une autre situation, celle-là aussi, je pense qu'elle va bien vous parler. C'est poster des photos et des vidéos de « je vis ma plus belle vie depuis que t'es parti » dans ta tronche. Et vérifier surtout, parce qu'aujourd'hui, c'est malsain les téléphones, c'est-à-dire qu'on peut voir si l'autre a reçu ou pas ce message. Donc vous êtes dans une petite soirée, vous faites un voyage, nouveau petit ami ou petite amie, et donc vous envoyez cette photo et surtout, il y a quelque chose qui mouline dans vos têtes, c'est « j'espère qu'il ou elle va voir ce qu'il a perdu ». Donc là, Adrien, est-ce que c'est plutôt libérateur ou destructeur ? Et là, on est dans un panneau tournant. C'est compliqué, c'est tourner-manège. Mais non, mais c'est effectivement, si c'est l'amorce de l'impulsion de vie pour montrer aux personnes qu'on aime, aux personnes avec qui on a envie de vivre, qu'on est là, qu'on est fort, qu'on vit, qu'on continue d'exister d'une meilleure façon, alors oui, très constructeur, et c'est une belle vengeance personnelle. C'est rarement ça qui se cache derrière cette Moi, je l'ai tellement tendance. fait. J'ai appelé ça les pièges à loups. Pour les réseaux sociaux. Et donc, je disais, tiens, tu peux me prendre en photo, là et après, on la trafiquera pour que je sois super bonasse pour faire un petit piège à loups. Ça n'a jamais marché. Vraiment, mais tellement jamais, quoi. Enchaîné. Ça me rappelle de tels mauvais souvenirs. Allez, je meuble derrière ma pauvre. Alors, la dernière situation, celle-là, elle est assez radicale. Moi, elle me plaît beaucoup. C'est le changement d'apparence. C'est-à-dire qu'après une rupture, boum, on change complètement. Dans la mode, on appelle ça le revenge dress ou la robe de la revanche. Si ça ne vous parle pas encore, cet anglicisme, je vais vous donner l'exemple de Lady Di. On est en 94 et là, elle a cette magnifique robe noire qui est devenue mythique après, justement, les révélations sur son couple avec Charles. Donc, en clair, parfois, on répond avec des mots. Là, c'est carrément avec une image. Donc, Adrien, vouloir une meilleure version de soi après avoir été blessé, est-ce que c'est libérateur ou est-ce que c'est destructeur ? Absolument libérateur. Mais je vais vous dire, ne soyez pas la meilleure version, parce que ça met une exigence, quelque chose à atteindre. Soyez simplement la version de vous que vous aimez le plus profondément, avec toute votre imperfection, tous vos défauts que nous avons tous. Moi, plein. Pas du tout, ça va pas dire ça de vous. Parce que c'est comme ça que vous serez aimé du prochain, en étant respecté. Supporte pas qu'on le critique, même quand c'est lui. Non, mais c'est pour ça que souvent, les femmes, quand elles se font larguer, se coupent les cheveux, j'imagine aussi. C'est parce qu'on se dit, tiens, je vais essayer de trouver une meilleure version de moi-même.
Ça n'a pas marché non plus dans vous trouvez de vieilles photos, vous serez vraiment égarés. Croyez-moi. Merci beaucoup Arnaud. Avec Je plaisir. sais que vous rentrez élitroyé. À Saint-Laurent-sur-Marne. Voilà. Allez. Bon courage et vous savez que vous avez une grosse pression. Il nous en faut 5 pour la semaine prochaine, des reportages Je bien-être. vais tout donner. Allez, bisous. Alors, depuis le début de l'émission, on parle de vengeance intime, on parle de pardon, de colère, de petites revanches du quotidien. Mais il y a un endroit où la vengeance est presque devenue un art, c'est le cinéma. Et pour en parler, on accueille un grand spécialiste de pop culture, c'est Frédéric Sigris qui est avec nous. Bonjour Frédéric, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On adore parler cinéma avec vous. Vous avez une double casquette d'ailleurs, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes aussi humoriste et puis donc passionné de cinéma, de pop culture. Vous êtes une encyclopédie de pop culture. Mais je le dis, d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, sachez que Frédéric est en tournée partout en France en ce moment. Son spectacle s'appelle 39-45 ans, l'âge de la déconstruction. Ça revient aussi au théâtre. Enfin bon, bref, vous êtes très, très occupé. Donc merci encore plus d'être là. Alors, au cinéma, Frédéric, la vengeance, c'est évidemment du pain béni pour les scénaristes. C'est un bonheur qu'on arrache, c'est un coupable qui est clairement identifié, c'est un personnage qui veut rendre les coups et tout. Pourquoi c'est un thème idéal quand on veut construire un film? Alors c'est un thème idéal parce que déjà c'est un thème idéal de toute narration, c'est-à-dire même nos grands mythes fondateurs, même la Bible, l'Iliade, il y a toujours une histoire de vengeance. Moïse qui exfiltre son peuple d'Égypte et Dieu qui commence à frapper des 7 plaies d'Égypte, c'est une vengeance. L'Iliade, c'est quand Poséidon dans l'Odyssée s'en prend à Ulysse, c'est pour se venger la mort de son Cyclope, mais aussi la destruction de la cité qu'il a construite de ses mains avec Apollon. Donc tout n'est que vengeance. C'est un moteur idéal. Et pour le cinéma, c'est encore mieux parce que ça répond à la structure en 3 actes. C'est-à-dire, on présente une personne heureuse, on lui enlève, du coup il est perdu, il décide de se venger, il tue celui qui lui a enlevé. Et donc en fait, le film est déjà écrit. Donc c'est vraiment un procédé narratif de feignant, on peut le dire, mais qui est hyper efficace. Mais les films avec les super-héros, il y a toujours de la vengeance, Frédéric. Ah bah oui, on a en tête cette phrase de Batman, je suis la nuit, je suis la vengeance, etc. Et c'est vrai que les super-héros... Dans Batman, tous les épisodes, il y a de la vengeance. Il y a de la vengeance, mais Batman, c'est même pas encore le meilleur représentant de la vengeance parce qu'il prétend se venger, mais finalement, il ne vengera jamais la mort de ses parents et en plus, il ne tue pas. Donc en fait, il ne se venge pas. Il fait régner une forme de justice. Il n'y a que lui qui se voit comme un vengeur. Par contre, chez Marvel Comics, il y a le personnage du Punisher, qui a donc ce logo, qui a ce crâne, là, qui lui a vengé sa famille. Et une fois qu'il a vengé sa famille, il continue de venger même la famille des autres. C'est-à-dire qu'il tue à tour de bras. Et on se rend compte que son trauma matriciel, le fait d'avoir perdu sa famille, devient une sorte d'étrange alibi pour continuer à faire ce qu'il aime faire, c'est-à-dire tuer les méchants. C'est ça. Et d'ailleurs, pendant que vous parliez, j'étais en train de dire, mais c'est aussi dans toutes les structures de soap opéra, donc ce genre-là, tous les soaps qu'on connaît, Un si grand soleil, pour citer celui qui passe sur France 3, il y a toujours au début la vengeance. Il y a dans votre sélection aussi, on vient au cinéma, Kill Bill. Alors là, la vengeance, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est portée par une femme. Et puis surtout, le personnage de The Bride, la mariée dans Kill Bill, n'est absolument pas quelqu'un de bien. C'est juste que... Oui, il n'y a pas de justice, quoi. Mais non, les films de vengeance, c'est un point de vue. C'est-à-dire qu'on commence Kill Bill en adoptant le point de vue de Béatrix Kiddo, mais plus le film avance, et plus on se rend compte qu'avant même qu'elle ait quelque chose à venger, c'est une assassin qui a tué des centaines de personnes avant. Donc il y a sûrement énormément de gens qui voudraient aussi se venger d'elle. Et simplement, le film nous amène à suivre uniquement son histoire. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose que le cinéma aime pratiquer, c'est la manipulation du point de vue. C'est-à-dire, regardez ce personnage, on lui a tout enlevé, et donc on va être, même si on est pétri de bonnes intentions, quand on rentre dans la salle, tout d'un coup, on est, oui, c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça, il faut se venger. Et en plus, la vengeance au cinéma, ça permet de déplacer le curseur de la victime. Laurence en a parlé. Et quand il nous arrive quelque chose, on est spectateur du chaos qui vient frapper notre vie comme ça. Et quand on se venge, on redevient acteur. Parce que même la justice, c'est encore une autorité extérieure qui va trancher. On reprend le contrôle. Voilà, et qui dit, voilà, on va l'envoyer en prison. Mais la victime reste toujours passive. La vengeance est le seul processus dans lequel elle redevient acteur ou actrice de sa vie et redonne
un sens au chaos qu'il a touché. Alors, il y a aussi dans les Disney qu'il y a de la vengeance. Donc, c'est pas qu'une affaire d'adultes. Par exemple, le Roi Lion. Mais parce que les enfants sont les plus gros vengeurs du monde. C'est-à-dire que dans la psychologie d'un enfant, quand il se construit sur un garçon ou une fille, quelqu'un fait du mal, il doit payer. Et dans Le Roi Lion, qui est un mythe shakespearien, parce que Shakespeare a aussi largement écrit sur la vengeance. Hamlet, c'est une histoire de vengeance. Est-ce qu'on ne va pas chercher la vengeance au cinéma si elle est aussi jouissive? C'est parce qu'elle s'autorise à faire ce qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Voilà, et je ne sais pas si c'est ça aussi le secret du... Ah mais pour moi, la vengeance est le sentiment le plus proche de l'humanité représenté sur grand écran ou au théâtre, n'importe où. C'est-à-dire que tout un chacun, quand il est frappé, a une envie, c'est de se venger. Et il y a la société. La société, c'est l'histoire du collectif. C'est pas l'histoire de l'individu. La vengeance, c'est l'histoire de l'individu. Et donc, en fait, voir au cinéma, en série... c'est un exutoire. Un exutoire, voir quelqu'un qui a la possibilité de mettre au premier plan l'individuel face au collectif. C'est pour ça que d'ailleurs, si on faisait un sondage sur la population française, très souvent, notamment sur la peine de mort, individuellement, les gens diraient c'est compliqué, ça dépend, mais peut-être que oui. Mais par contre, en tant que société, non, on a décidé de passer à autre chose. Et donc, en fait, il faut bien distinguer la vengeance, qui est un processus individuel, de la justice, qui est un processus collectif. C'est trop fort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vient de le voir au cinéma, la vengeance, c'est souvent un plat qui se mange froid. Eh ben, notre chef préféré, Louise Brion, a décidé de prendre l'expression au pied de la lettre. Coucou Héloïse. Mais elle n'a pas d'ennemis. Qui peut faire du mal à Héloïse Brion? Regarde, déjà, bon, voilà. Donc là, vous l'avez regardé. Ensuite, vous voyez ce qu'elle prépare. Si quelqu'un veut la blesser, vous m'appelez tout de suite parce que vous êtes vraiment un sociopathe. Ma garde du corps. Qu'est-ce que vous avez préparé? Je vous ai préparé une tarte What that cerise is? confite avec une pâte maison, évidemment. C'est quoi cette Avec folie? du parmesan et du thym à l'intérieur. Mais non, mais... Très facile à faire. Et ça, par exemple, tout est pour moi. Non, Ça, non, on peut pas. Ne vous vengez pas, mais ne vous vengez pas, mais bon. Alors, comment est-ce qu'on la prépare? Alors, je vous montre en image tout de suite. Je prends des notes parce que je vais la refaire, ça, croyez-moi. Alors, pour cette tarte, vous allez prendre de la farine, du parmesan râpé, on mélange un petit peu, de la fleur de sel, du thym frais, un petit peu de beurre doux coupé en morceaux, et puis on va un petit peu préparer tout ça avec les mains. On peut rajouter un petit peu d'eau si on veut. Pour les proportions, vous pouvez aller sur les réseaux, vous allez trouver Exactement. tout. On la fait reposer un petit peu de côté, hop, et ensuite on va couper les tomates cerises en deux. On met de l'huile d'olive. Ouais. On peut mettre un peu de vinaigre balsamique C'est pas ou du obligatoire? miel. Miel? Du miel, si on veut, de la fleur de sel. Ça va nous aider un peu à confire les tomates cerises, du thym frais. Et ensuite, on aime bien le mélanger dans un saladier, comme ça elles sont bien recouvertes de tout. Mais ensuite, on les met sur une plaque allant au four avec la face coupée vers le haut. Incroyable. Non, mais là, c'est une folie. Oh, merci. Ensuite, on va étaler la pâte. Tout simplement mettre dans un moule. Voilà. Ouais, c'est bon. On laisse un petit peu refroidir les tomates cerises pour pas que ça fasse fondre un petit peu le beurre qui est dans la pâte. Et on met au four pendant une vingtaine de minutes à 180. Oui. Et puis on peut ajouter un petit peu de basilic frais. Si on veut encore plus de gourmandise, on peut mettre une burrata ou de la stracciatella par-dessus. Mais je trouve que c'est déjà très bien. C'est vous, Héloïse, pardon, je vais être un peu agressive. C'est pas calorique en plus, je suppose. C'est plutôt léger. Et puis surtout, quand on fait la pâte maison, on sait ce qu'il y a dedans. Donc c'est vraiment, il n'y a pas d'ingrédients en plus. C'est tout simple. C'est pas transformé, ça plaît au docteur Adrien Chaboche, voilà. Absolument. Alors attendez, vous pouvez meubler 2 secondes, Stan, que je puisse avaler mon morceau, s'il vous plaît? Faut faire cuire combien Ah de non, temps vous aussi. Une vingtaine de minutes, pour Stan. Voilà, bisous. Pour se venger, ça peut être pas mal. Il y a une petite pointe d'amertume quand même. Voilà, si vous voulez mettre un petit peu de curare, C'est ça. pour vous venger, n'hésitez pas. Non, moi, je serais plutôt de l'expression « assieds-toi au bord de l'Oued et attends de voir passer le cadavre de ton ennemi. » C'est visé, hein. Il passera. Ouais, on veut des noms. Pour une fois, c'est visé. Je plaisante, bien sûr. Héloïse Brion, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Elle a eu peur. Docteur Adrien Chaboche, merci pour votre éclairage, votre douceur. Merci Stan Gusman pour vos expériences personnelles. Merci à Arnaud Loquet et merci à Sarah. Je vous ai dit merci.
Ah bah oui, non, ça va pas du tout. Merci mon Merci mon chou. Merci Héloïse, on se retrouve demain pour la grand-messe avec le grand Ali Rebéi. Très bonne journée sur France 2, merci au public.